A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers internautes, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur le centre Afro Anti-Guyane sur YouTube, le centre Afro Islam Caraïbe sur YouTube, sur aussi Facebook. Vous pouvez nous joindre sur Makandal et sur Mahmoud Baka. Eh bien, chers frères, chères sœurs, chers internautes, chers Caribéens, nous apportons à l'édifice Sciences politiques Bocaille des éléments nouveaux dans le débat. Le débat qui porte sur des données nouvelles de nos recherches. Et donc cette vidéoconférence de presse annoncée sur le média Facebook, eh bien, va procéder à plusieurs séries de travaux qui vont s'inscrire dans cette perspective d'essais psychosociaux théologiques, et nous allons parler des peuples qui sont issus de l'esclavage, des peuples qui sont non issus de l'esclavage, et aussi des peuples qui sont issus de descendance, on va dire d'ascendance, des peuples qui ont été générés et qui sont d'ascendance d'esclavage. C'est un thème assez particulier, mais nous aurons à notre rescousse des éminents penseurs qu'en même temps vous allez connaître. Par exemple, Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, c'est un grand penseur qui a écrit le discours sur l'histoire universelle, traduit par Vincent Montaigne aux éditions Simbad. Donc, Ibn Khaldun, il est né à Tunis, en Afrique du Nord, 1333-1406. On dit que c'est un pré-darwinien, un pré-marxien. C'est un savant qui a traité de beaucoup de problèmes, beaucoup de problématiques. Et à travers ces problématiques, nous allons essayer de mieux nous connaître, de mieux connaître les peuples qui sont non issus de l'esclavage et les peuples qui sont générés de l'esclavage ou d'ascendance d'esclavage, c'est-à-dire nous allons mieux nous connaître. Alors c'est vrai que dans nos travaux, nous avons généré différents articles, je ne sais pas si je vais les trouver là, différents articles où nous avons parlé de sujets qui intéressent depuis très longtemps les Noirs en Amérique du Nord, les Caribéens. On peut penser à Malcolm X, on peut penser aux Africains américains qui, très tôt, depuis les années 1900, ils ont essayé de faire
une démarche de retour à l'Afrique. Alors, si nous nous basons sur l'histoire, eh bien, ces tentatives, il y a eu quelques tentatives de retour à l'Afrique. Par exemple, avec des Noirs américains éminents, mais nous allons retenir les tentatives des Africains américains aux États-Unis de retour en Afrique, initiatives qui se sont très mal passées puisque vous avez au Libéria les Noirs américains qui ont immigré en Afrique, ils avaient créé un État, le Libéria, et ça s'est très mal passé puisque il n'y a pas très longtemps dans l'histoire, un conflit généré entre, on va dire, les négropolitains. Ce n'est pas péjoratif, pour mieux situer des nègres qui sont sortis de la métropole états-unienne et qui ont fondé le Libéria. Ça s'est très mal passé parce qu'il y a eu des conflits entre les autochtones africains et les Noirs américains imprégnés d'une culture, on va dire, occidentale, européenne, qui n'ont pas vraiment réussi au Libéria, puisque l'un des pionniers, l'une des familles descendantes de ces émigrés, notamment Samuel Doe, a été exécuté sauvagement lors d'un conflit, d'une guerre civile au Libéria. Cela peut se recouper avec la réalité d'une forme de rejet actuel de Kémy Séba, qui est aussi un négropolitain, qui n'est pas issu des Africains américains, mais qui est issu des banlieues françaises, qui a participé à différents groupes de nationalistes noirs et qui a décidé de rentrer en Afrique, qui, paraît-il, a voulu s'intégrer en se mariant avec une béninoise et une camerounaise, paraît-il. Mais il semble que son travail est en train d'échouer, vu l'expérience dramatique du coup d'État auquel on dit qu'il a participé au Bénin, où on lui a enlevé sa nationalité béninoise après avoir perdu sa nationalité française qui lui permettait de venir haranguer les foules dans les Antilles, Guyane d'expression française. Il a perdu son passeport français et actuellement un mandat d'arrêt est lancé contre monsieur Kémy Séba par rapport à une tentative de déstabilisation de l'Afrique auquel il est impliqué avec d'autres éléments. Donc il me semble que le retour en Afrique prôné depuis les Noirs américains, Marcus Garvey et tout, qui passe par cette initiative des Noirs de créer le Libéria, s'est très mal passé puisque j'ai dit qu'il y a eu l'exécution de Samuel Doe et la situation de Kémy Séba n'est pas très claire actuellement en Afrique puisque il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Ça veut dire dans beaucoup de pays, il peut être arrêté, il peut être appréhendé. Et aussi, par rapport à des désagréments vécus par Kémy Séba en Afrique, deux conversions à l'islam et deux apostasies, paraît-il, si nos informations sont valables.
information que nous prenons avec caution, c'est-à-dire qu'il a adhéré à la nation de l'islam. Il a adhéré aussi à l'islam par le biais des Perses, des Iraniens, et il a apostasé ces deux obédiences pour... il s'est déclaré lui-même avoir quitté ses obédiences pour le vaudou. Et il est, comment dire, aujourd'hui décrit en Afrique par la majorité importante des musulmans, et aujourd'hui l'activisme kémite ne correspond pas à la géopolitique et à la stratégie des États-Unis d'Afrique, une volonté de coexistence pacifique des Africains pour remembrer l'Afrique qui a été démembrée par les invasions européennes, coloniales, impériales, et aussi par le partage de l'Afrique à Berlin. Donc, les populations africaines, qu'elles soient chrétiennes, animistes, on va dire les peuples africains, qu'ils soient chrétiens, animistes et musulmans, ils ont un impératif pour les États-Unis d'Afrique et pour une coexistence pacifique, pour une coopération étatique au profit des relations raisonnables, des relations normales, des échanges, et aussi pour le développement social, culturel, sanitaire, industriel, et pour réaliser l'objectif de développement et de l'unité de l'Afrique jusqu'aux États-Unis d'Afrique. Mais peine perdue, l'orientation des kémites, qui sont des outsiders, œuvrent à plutôt mettre en conflit des populations, à cause du racialisme, des populations animistes qui ne marchent pas dans cette stratégie, rejet, des populations chrétiennes africaines qui ne marchent pas dans ces rejets, et dans des populations musulmanes qui évidemment ne marchent pas dans ces logiques d'iraison et contre-productives sur le plan stratégique, et d'autant que une rançon de 10 millions d'euros a été mise par des insurgés en Afrique contre 15 vidéomans qui voyagent entre le Mali, le Burkina et le Niger. Donc on peut dire que les tentatives de retour en Afrique de M. Kémy Séba, à l'instar des premières tentatives des Africains américains de rentrer en Afrique et de créer le Libéria, eh bien, tout cela s'est soldé par un échec. Mais pour Sciences Politiques Bocaille, nous allons introduire cette intervention par un article que nous avions déjà produit, qui est intitulé Renouer avec l'Afrique. Et nous vous donnons cet article. Renouer avec l'Afrique, PR la liberté, fraternité ET la souveraineté, une mission ancestrale des nôtres, 1.docs. 1/5. Renouer avec l'Afrique par la liberté, fraternité et la souveraineté, une mission ancestrale des nôtres. De l'Afrique aux déportés aux Caraïbes et en Amérique, qui veut le retour vers qui? Les pays africains peuvent-ils réclamer le droit de visite pour leurs ressortissants déportés aux Caraïbes et en Amérique du Sud? Et les déportés aux Caraïbes veulent-ils renouer avec l'Afrique? Pourquoi et comment? Nous savons que l'entité dotée, Israël, a toujours recherché le retour et la réintégration de ceux qu'elle considère comme ses ressortissants.
Des Juifs vont-ils affluer du monde entier, y compris de l'Europe de l'Ouest et de l'Est? Qu'en est-il de l'Afrique et de ses déportés? Nous n'attendons pas des migrations des populations des Caraïbes et d'Amérique du Sud à l'instar des retours massifs prônés par certains militants, qui n'ont été qu'illusoires et déceptions non suivies d'effets réels et durablement envisageables à réitérer. Notre approche est plutôt celle d'une normalisation en fonction des intérêts partagés entre l'Afrique et nos pays caribéens et sud-américains. Sans oublier que dans la réalité ces peuples sont insérés dans des entités étatiques étant des nations et leur patrie. En parlant du principe de la nécessité s'agissant de l'Afrique et des peuples déportés, il faudrait s'interroger sur qui a besoin de qui. En ce qui concerne les relations africo-caribéennes et sud-américaines. Selon un proverbe malien, il est dit que l'eau qui tombe par terre, on ne peut plus la ramasser. En effet, plus de 300 ans d'histoire et des destins de l'Afrique et de ses ressortissants déportés en Amérique se sont écoulés. Les points de ressemblance existent par la musique, ses instruments, le tambour, les sonorités ou les danses permettant aux sociologues, anthropologues et historiens d'effectuer des rapprochements. Effectivement, lorsque les langues africaines et les fondamentaux disparaissent, les expressions des chants et des danses du folklore rappellent des deux côtés de l'océan que des populations tant aux Amériques qu'en Afrique expriment en même temps leur nostalgie. Ces populations ont des attaches culturelles qui diffèrent de celles des Amérindiens, peuple premier, et des Européens. Cependant, rien ne peut faire taire ou tarir les modes d'expression africains qui s'affirment. Naturellement, les résonances culturelles des présences africaines remplissent tout l'espace. 2/5. Là où vivent des millions de ressortissants déportés. Il ne fait aucun doute que s'est reproduite des formes de mutation des civilisations africaines aussi riches les unes des autres qui se sont imposées dans cette ère étrangère des Amériques. Ces expressions des civilisations africaines vont se recouper de manière tonitruante et brillante. Les impacts vont susciter l'attrait du sens humain en rapport avec la vie et de d'autres civilisations. À partir du tronc africain, des brassages avec toutes les autres origines se sont effectués, et par-delà s'est forgé les notions de peuple, de patrie, de nation qui ont préoccupé ces populations déportées non pas sur l'idée d'un retour vers l'Afrique, en signe d'échec et de renoncement, mais un sentiment de conquête collective des espaces étrangers, permettra des alliances partisanes de reconquête qui ont entraîné naturellement des luttes et des unions de tous ceux des partis hétérogènes qui édifièrent ensemble des projets d'un nouvel ordre qui devrait changer la condition de servitude et d'assujettissement en une toute autre situation d'avenir. Ceci a entraîné des luttes âpres et sanglantes sur des ressorts de révolte de révolution associant Africains, Amérindiens tout d'abord, puis des métis et des mulâtres issus des résultantes des brassages humains qui feront les peuples et les nations des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. L'histoire de ces épopées est si importante que nous ne saurions nous y attarder. Cependant, les Africains déportés ont fourni des armes de leur libération en comptant sur eux-mêmes et leurs alliances endogènes. Nous avons le cas des animistes africains et amérindiens et aussi des musulmans africains, appelés mahométans, qui luttèrent face à leurs ennemis européens esclavagistes. Sans rentrer dans les détails, les Africains d'Hispaniola et ceux des coalises amérindiens, y compris des déportés musulmans, ont inventé le marronnage et les guerres de guérilla contre les Européens. Ceux-ci triomphèrent dans les colonies françaises, anglaises, hollandaises et espagnoles. Les Africains d'Haïti et des forêts du Brésil ou du Suriname ont remporté d'importantes victoires qui ont provoqué des ondes de choc pour libérer le Venezuela, le Guatemala et autres. La proclamation de la première République noire avec Haïti en 1804 et en 1580-1710. Nous avons l'État marron de Alagoas au Brésil, nous ne nous attarderons pas là-dessus. Mais nous avons la preuve indéniable que les déportés d'Afrique, en fonction de la situation nouvelle de leurs alliances communes avec les autres populations endogènes, n'étaient pas de retourner vivre en Afrique, mais de reconstruire de nouvelles ères de libération aux Caraïbes et en Amérique du Sud. 3/5. Un idéal qui conduisit à la création de nouveaux États qui vont reconfigurer au cours des siècles le paysage géopolitique par l'émergence des nations indépendantistes d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Au moment où l'Afrique était aussi confrontée à des guerres où dès le Xe siècle, les imams musulmans et les résistances des peuples animistes s'affrontaient aux invasions de l'Europe coloniale. Dans ces conditions, on ne peut pas penser
qu'une attente des Africains natifs, natals et des déportés aux Caraïbes, soit celle des préoccupations de retour envisageables sur le continent africain. D'ailleurs, la première république noire d'Haïti émergea bien avant l'heure des indépendances africaines à partir de 1960. Si des deux côtés de l'océan Atlantique ces deux parties de l'Afrique ne se sont jamais ignorées, l'obstacle du colonialisme européen renforçait l'une de ses missions de déconstruction des peuples africains déportés afin de dresser des murailles d'antagonisme et d'incompréhension inhérents au processus d'assimilation afin d'oblitérer toute idée géniale de l'Afrique et des musulmans africains. Mais bien au contraire, un travail de sape des systèmes européens liés aux missions religieuses chrétiennes, catholiques, romaines et baptistes, protestantes et évangéliques s'acharnait sur la base des croyances de l'animisme et musulmanes africaines qui affrontèrent le système tant en Amérique qu'en Afrique, quasiment aux mêmes périodes historiques. Les effets d'éradiquer les langues parlées des déportés africains remplacées par les langues dites latines, français, espagnol, portugais, anglais et autres, avaient comme but d'intégrer ces déportés africains dans les systèmes de la nationalité, des nationalismes européens, de correspondance aux langues occidentales. Le remplacement du colonialisme était l'objet de créer un programme systémique des nouveaux pouvoirs européens avec l'aide d'élites et d'élus postulant à mettre en place ces 10 pouvoirs, que nous identifions notamment de francocratie, d'hispanocratie, d'anglocratie et lusocratie. Pour y parvenir, des investissements vont concerner la participation de l'éducation nationale qui aura la charge de formation des administrations, d'administrateurs et des élites endogènes et exogènes à l'unisson, comme les vecteurs de transmission systémique de l'occidentalisation de par l'assimilation en vue du résultat escompté de la colonisabilité. Qu'il s'agisse des processus mis en place depuis l'Afrique jusqu'aux Amériques, la ressemblance des traitements coloniaux appliqués était quasi identique, qu'ils soient des deux côtés de l'Atlantique dans les colonies africaines ou en Amérique du 4/5 Sud et aux Caraïbes. Un traitement identique créait des ressemblances coloniales entre Africains colonisés sur le continent et des diasporas aux Outre-mer. D'ailleurs, des élites coloniales d'Outre-mer à l'instar de Félix Éboué et Gaston Monnerville, 1897 à 1991, ont été des caciques parmi des administrations coloniales, des plus hauts niveaux, sans oublier les légions des administrateurs francocrates et collaborateurs ou autres de plus basse fréquence. Concernant l'esprit entretenu par la coloniale, la dévalorisation des deux côtés faisant que Africains du continent et ceux des colonies d'outre-mer avaient été conditionnés pour se détester mutuellement, les uns stigmatisés de Noirs Congo sauvages et ou de Bougnoul pour les Africains du Nord, arabo-africains musulmans, les autres en outre-mer eux alors considérés comme les esclaves des Blancs. Il faudra pour remettre les choses au clair attendre à partir de 1960, la création des États en Afrique francophone et l'émergence des différents mouvements d'alliance entre intellectuels et militants africains, américains et caribéens en Occident pour créer des passerelles de communication, d'appréciation et de mutualisation des luttes à partir de l'Europe. Un processus d'information et de conscientisation des consciences africaines encouragé de la gauche occidentale. Ce qui profitait en même temps au matérialisme et aux courants idéologiques athées européens de retourner les propagandes de l'anticléricalisme gauchiste contre l'islam et le monothéisme musulman, à la faveur de la révolution communiste qui s'est servie du marxisme et du socialiste afin d'orienter le prolétariat aux colonies vers des doctrines anti-religieuses afin de réoccuper les consciences collectives sous prétexte du combat anticolonialiste. Il s'agira pour les mêmes idéologies de la gauche occidentale d'impliquer le mouvement en Amérique latine et en Outre-mer et rejeter, comme l'opium des peuples, suivant la doctrine du philosophe juif Karl Marx. Ce qui permit de reléguer la religion aux seuls résidus catholiques et ecclésiastiques qui servirent en Amérique et aux Caraïbes les oligarchies ou le colonialisme, latifindistes et les dictatures de droite affiliées au grand capital que le communisme et le prolétariat national et international s'étaient promis de combattre et de mettre à bas. Ce qui n'a pas été réalisé de manière probante, vu les déviations dictatoriales, qui s'en sont suivies des répressions de l'impérialisme déterminé à éradiquer le programme économique anticapitaliste du mouvement ayant tourné court à la chute de l'URSS et des pays du pacte de Varsovie à la chute du mur de Berlin et l'avènement du dit nouvel ordre mondial capitaliste unipolaire. Dans ces conditions des indépendances,
des relations diplomatiques entre des pays africains et sud-américains ou caribéens, vu les nombreuses problématiques de relations internationales à l'ordre du jour, n'ont commencé que par les exigences des réparations anti-esclavagistes, qui sont parmi des premières initiatives en rapport aux préoccupations qui s'expriment des jeux diplomatiques dans le concert des Nations Unies. 5/5 compris de l'Organisation des Nations Unies, de l'UNESCO ou des autres organisations internationales compétentes, de telles démarches sont conditionnées des rapports de force politiques, économiques, diplomatiques et géopolitiques. Ce qui ne peut préfigurer des résultats dans l'immédiat bien qu'il faillite rester persévérant et optimiste pour l'avenir. Sciences politiques Bocaille, Sciences politiques globales, collection littérature musulmane caribéenne patriotique indépendantiste centrée islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. freresdezil@yahoo.fr. Eh bien, chers internautes, pour ouvrir ce dossier qui, on va dire un dossier presque fleuve, inépuisable, sur cette thématique psychosocio-théologie, les peuples issus de l'esclavage, les peuples non issus de l'esclavage et les peuples générés de l'esclavage ou d'ascendance d'esclavage. C'est un sujet qui, à notre avis, est formateur. Et là-dessus, nous allons commencer par vous donner quelques éléments de nos ressources d'un grand savant de l'Afrique du Nord, Ibn Khaldoun, 1333-1446, qui est né à Tunis, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui a traité du sujet vraiment vaste qui nous préoccupe. Nous avons d'autres ressources que nous vous donnerons progressivement. Alors, dans cette question, est-ce que les peuples déportés d'Afrique qui sont incubés dans les civilisations anglocrates dans la Caraïbe, francocrates, hispanocrates, lusocrates, sont des peuples qui, bien qu'ils ont développé leur État, leur structure de gouvernance, est-ce qu'on peut dire qu'individuellement ou collectivement, il y a des correspondances vraiment, on va dire, de fusion? Est-ce qu'il y a correspondance de fusion entre les peuples africains ou les autres peuples non africains qui ne sont pas issus de l'esclavage par rapport aux peuples qui ont été générés de l'esclavage et de l'ascendance, qui ont des ascendants, qui ont leurs ascendants de l'esclavage. Donc ce problème est très complexe parce que lorsque nous avons écrit la question du retour en Afrique, nous nous sommes posé cette question s'agissant de retourner en Afrique. Il y a cette problématique. Est-ce que les Africains nous attendent? Est-ce que les Africains attendent le retour de ceux qui ont été déportés de l'Afrique?
Donc, il faudra parler de ça. Et est-ce que ceux qui ont été déportés d'Afrique aux Caraïbes ou aux Amériques, aux Caraïbes, ont vraiment le besoin de retourner en Afrique véritablement? Parce qu'ils sont implantés aux États-Unis, ils sont implantés dans la Caraïbe. Et d'ailleurs, il y a aussi d'autres populations noires qui sont arabes, qui sont en Iran, qui sont dans le Khorasan, qui sont en Mésopotamie, qui sont en Afrique du Nord, qui sont dans le monde arabe. Est-ce que qui sont même en Palestine, est-ce que ces populations noires ont besoin de retourner en Afrique? Donc, nous avions dit dans cet article-là que il ne faut pas oublier la réalité de ces peuples qui ont quitté l'Afrique. Des peuples qui se sont insérés dans des entités étatiques. Et des peuples... Oui, oui, oui. Allô? Des peuples qui sont intégrés dans des entités étatiques, soit en Afrique, soit dans le monde arabe, soit dans le monde persan, soit en Irak. Alors, il est... Oui, allô? Oui, c'est moi. J'ai eu monsieur Trébou, il m'a dit c'est demain matin. Hein? Oui, ok. Il est encore venu là. Oui, oui, je travaille là, je te rappelle. Ok. Oui. Excusez-moi. Donc, ces entités qui sont des peuples générés de l'esclavage ou d'ascendance de l'esclavage, puisque nous en parlons, que ce soit dans la Caraïbe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit au Khorasan, en Perse, ou que ce soit en Irak ou dans le monde arabe. Alors, nous avions posé cette question en partant du principe de la nécessité s'agissant de l'Afrique et aussi le principe de la nécessité des peuples déportés. Il faudrait s'interroger sur qui a besoin de qui. Est-ce que ces peuples déportés d'Afrique, quand on s'interroge, qui a besoin de qui? Est-ce que les Africains ont besoin de ces peuples déportés? Est-ce que ces peuples déportés d'ailleurs, on va dire outre-monde, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de l'Afrique? Bien sûr, il y a des passerelles, des conduits, on va dire des associations, des organisations pour les relations africo-caribéennes et sud-américaines. Et nous avons évoqué un proverbe malien qui dit que l'eau qui tombe par terre, on ne peut plus la ramasser. Il ne faut pas oublier que les Noirs, lorsqu'ils ont quitté l'Afrique, on prend l'exemple, lorsqu'ils sont passés par le royaume d'Abomey ou d'Ahomey, eh bien, ils ont tourné 7 fois autour de l'arbre de l'oubli et ils sont passés à la porte du non-retour. Ce précédent devrait nous interroger sur, comment dirais-je, comme on dit, sabab. Sabab, ça veut dire les causes qui ont conduit notre éloignement de l'Afrique, on va dire notre bannissement de l'Afrique, le mot bannissement n'est pas exagéré, notre bannissement, parce que nous avons passé la porte du retour, ça veut dire allez-y, ne revenez plus.
nous avons tourné 7 fois, ça a une connotation mystique et occulte 7 fois autour de l'arbre de l'oubli. Ça veut dire que vous avez oublié que vous êtes africain. C'est ce que ça veut dire. Et donc, et comme j'ai dit tout à l'heure, 2 tentatives. On va apprendre une tentative des Afro-Américains de rentrer en Afrique pour créer le Libéria. Ça s'est mal passé avec les autochtones africains, puisque nous avons au Libéria, lors des conflits, l'un des descendants des Afro-Américains, Samuel Doe, a été exécuté au Libéria. Et nous avons aujourd'hui le cas de Kémy Séba qui fait l'objet, à cause de son inexpérience, de ses erreurs, du côtoiement des communautés musulmanes en Afrique qu'il a apostasié, y compris à apostasier la nation de l'islam de Farrakhan aux États-Unis, apostasié dans ses relations avec le schisme, et maintenant Kémy Séba, on va dire qu'il devient un apatride, ou c'est un fugitif puisqu'il a un mandat d'arrêt à ses trousses. Donc nous évoquons cela pour que les Africains, on va dire des Caraïbes, puissent sous-peser leur africanité. Ça veut dire que les Africains de la diaspora ne sont pas des Africains à part entière. Parce que les Africains ne sont jamais venus chercher leurs enfants en Amérique, aux États-Unis, dans la Caraïbe, comme par exemple les Juifs vont rechercher sur toute la planète les Juifs qui sont exilés pour les ramener, soi-disant, en terre promise. Donc on voit que le cas de ceux de nous-mêmes des Caraïbes, des Noirs des Caraïbes, des Noirs des États-Unis, eh bien, il y a un certain nombre de, comme on dit, carefully, de précautions à prendre par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et aussi pour les Africains. Je prends le cas de, nous avons un philosophe martiniquais, André Aubinel, qui avait des problèmes en Martinique, qui a quitté la Martinique, qui est rentré au Togo. Il est décédé, paix à son âme, en Europe, mais il a vécu des catastrophes en Afrique avec son épouse. Il a dû quitter l'Afrique. Il y a d'autres Martiniquais que je ne veux pas nommer, qui se déclaraient Kémit, Munkam. Il faut le dire, Sékou Manga, il est parti en Afrique, en Tanzanie ou ailleurs, au Cameroun, et ça s'est soldé par un échec. Donc, c'est à partir de ces éléments, nous avons des éléments de réflexion pour dire qu'il faut faire très attention, parce que nous sommes des peuples générés de l'esclavage et d'ascendance d'esclavage. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, pour mieux vous faire comprendre, les Africains natifs natals, comme les Orientaux ou les Asiatiques natifs natals, ils ont une tradition, ils s'insèrent dans une tradition tribale. Dans une tradition tribale, dans une tradition clanique, dans une filiation
dans une filiation de tribal, une filiation de tribu, à tel point que, comme vous le voyez, quand vous prenez les Wolofs, les Bambara, je cite quelques, les Donzons, les Peuls, je peux citer d'autres ethnies africaines, eh bien, ils se marient suivant des normes et des règles. Vous n'allez pas voir un Bambara du Mali ou, par exemple, un Peul du Niger ou du Mali ou du Sahel ou un Boni ou du moins un Touareg de se marier avec un Caribéen. Parce que pourquoi? Il y a des questions tribales. Il faut comprendre que l'esprit tribal existe. Et l'esprit tribal est une réalité. L'esprit tribal, ce n'est pas le racisme. L'esprit tribal est une filiation qui remonte à des millénaires, une filiation qui passe par un circuit, on va dire un circuit fermé de la tradition orale, qui a un aspect occulte, c'est-à-dire invisible, et un aspect visible. Il sera très compliqué pour un Caribéen qui soit un Cubain, un Caribéen vénézuélien, je veux dire un Noir, ou Colombien, ou un Caribéen haïtien, ou un Caribéen martiniquais, guadeloupéen, guyanais, de se marier avec une femme Bambara, une femme Peul ou Poulard, une femme Boni, une femme pour créer un couple. Parce que il y a un facteur tribal, il y a un facteur clanique, il y a un facteur d'esprit de corps, il y a un facteur d'esprit de clan que nous n'avons pas. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on dit qu'on est des Africains, il faut qu'on comprenne. Il ne faut pas se survaloriser, ce n'est pas une question de survalorisation. Puisque nous sommes dans une étude de sociothéologie des peuples non issus de l'esclavage et des peuples générés de l'esclavage ou d'ascendance d'esclavage. Nous sommes, il faut le dire, nous sommes dans les Caraïbes, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Amérique du Sud des peuples qui sont des peuples qui ont été générés par l'esclavage et l'ascendance d'esclavage. Pourquoi? Nous avons perdu lorsque nous avons passé la porte du non-retour, lorsque nous avons tourné 7 fois autour de l'arbre de l'oubli, nous avons quitté, nous avons perdu, nous avons été bannis de l'esprit tribal, nous avons été bannis du clan, nous avons été bannis de l'esprit de corps et nous avons été bannis de l'affiliation. Parce que un Africain qui appartient à un clan, qui appartient à une tribu, qui appartient à une filiation, eh bien, il y a une hiérarchie et il ne vend pas son semblable. Il ne vend pas son semblable. Parce que dans l'esprit tribal, il y a cette réalité de l'esprit de corps, où chaque membre de la tribu obéit à un chef, obéit, on va dire, un général, un chef de tribu, c'est le général.
Et son existence dans la vie dépend de la communauté, de la tribu, de l'esprit tribal, de l'esprit de corps et de la filiation. Parce que les femmes africaines que j'ai citées des tribus sont gardiennes en quelque sorte d'une transmission. Et ces femmes ne peuvent pas se marier avec un Cubain, Africain, ou si il y a ces exceptions, ce sont des femmes africaines qui ont quitté l'Afrique. Elles se sont intégrées en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud ou ailleurs, et elles ont pu, en dehors de l'espace tribal, de l'esprit de corps, de l'esprit de clan, de l'affiliation tribale, se marier avec, effectuer un mariage mixte. Et de toute façon, le plus souvent en Afrique, le retour de ces, on va dire, de ces femmes dissidentes ou de ces hommes dissidents est très difficile parce que très souvent, ils sont rejetés par le clan, par la tribu, par la famille. Ils ne sont plus de l'esprit de corps, ils sont des étrangers. Ils sont devenus des étrangers. Pour les femmes et les hommes qui ont quitté la tribu et qui se sont intégrés à leur... Ils sont devenus des étrangers. Et surtout, ces mariages sont très mal acceptés dans les villages, dans les familles, dans les clans. Peut-être que dans les capitales européanisées, comme Dakar, comme d'autres capitales africaines, cela peut passer. Mais on ne peut pas s'échapper, lorsqu'on est en Afrique, à cette réalité qui persiste. Parce que les Africains, les Pakistanais, les Arabes, les Indiens, les Perses, c'est-à-dire les Iraniens, les Irakiens, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Égyptiens, les Palestiniens, ils sont différents de nous. Parce que ce sont des peuples, on dit voilà, des peuples sémites, des peuples persans, des peuples indo-européens, comme les Iraniens, les Pakistanais, qui sont des peuples qui ont une civilisation millénaire. Ce sont des peuples qui ne se mélangent pas. Parce qu'ils ont une organisation tribale, une organisation de clans, ils ont une filiation millénaire, ils ont des traditions. Et ce ne sont pas des peuples qui ont été esclavagisés. Les Arabes n'ont jamais été esclaves. Les Persans n'ont jamais été esclaves. Les Indiens n'ont jamais été esclaves. Les Pakistanais n'ont jamais été esclaves. Les Saoudiens n'ont jamais été esclaves. Les Palestiniens n'ont jamais été esclaves. Les Yéménites n'ont jamais été esclaves. Et les Africains n'ont jamais été esclaves. Même lors de l'occupation coloniale, l'invasion des Européens, des Portugais, des Espagnols, des Français, des Anglais, des Belges, et bien même à travers le partage de l'Afrique, les tribus sont restées des deux côtés des frontières. Et les tribus du Mali et de Gambie, les tribus de Guinée et du Sénégal ne sont jamais séparées. Parce qu'ils sont unis par un esprit de corps qui a un aspect mystique, qui a un aspect occulte, qui a un aspect de tradition non écrite qui remonte à des millénaires avant l'écriture même. Et donc, par conséquent, ces peuples ne se sont jamais séparés. Ces peuples ne sont pas des esclaves. Ils n'ont pas été esclaves. Mais nous, dans les Caraïbes, aux USA, en Amérique du Sud, nous avons une condition que nous devons comprendre et nous ne pouvons pas y échapper comme ça. Nous ne sommes pas des peuples non esclavagisés. Nous sommes des peuples qui ont été générés de l'esclavage et d'une ascendance d'esclavage. Nous ne sommes pas au même niveau. À ce niveau-là, parce que
Il faut chercher où puiser sa force. Mais nous avons été déportés, nous avons été forcés d'oublier tout ce qui fait de nous l'Africain, lorsque nous avons tourné 7 fois autour de l'arbre de l'oubli, que nous avons passé la porte du non-retour. Nous sommes des Africains de façade. Ça veut dire des Africains détribalisés, des Africains qui ont perdu l'esprit de corps, des Africains qui ont perdu la filiation, comment dirais-je, la filiation millénaire, et des Africains qui sont en dehors de l'essence africaine. Il faut se dire, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand un Garcin Malsa, quand un Monotouka, quand un Bérisson, quand une Esmeralda ou une Milka viennent nous parler de l'Afrique, ils ont la prétention, parce qu'ils veulent échapper à leur condition d'esclaves. Nous sommes des esclaves. Je suis un descendant d'esclaves. Malsa, tu es un descendant d'esclaves. Emmanuel Germani, Monotouka, Esmeralda, Bérisson, nous sommes des descendants d'esclaves. Nous ne sommes pas l'égal de l'Africain qui a gardé l'esprit de corps, l'esprit tribal, l'essence millénaire des traditions. Nous sommes hors Afrique. Bien sûr, cela ne veut pas dire, on ne va pas vous empêcher de rechercher votre africanité, mais vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais, cette africanité. Parce que déjà, dans la tribu Maasai, la tribu Soninké, la tribu Bambara, la tribu Touareg, la tribu Donzo, la tribu Peul ne va pas accepter votre sperme d'esclave. Notre sperme, monsieur Malsa, votre sperme, monsieur Monotouka, votre sperme, monsieur Bérisson, votre sperme ne va pas féconder une femme Peul dans l'Afrique, dans la tribu. À moins que ce soit une femme Peul, une femme Bambara, une femme Sarakoulé, qui a quitté la tribu et vous l'avez rencontré en Europe, en Martinique ou en France ou en Amérique du Sud. Vous avez pu coïter et vous avez pu marier, échanger votre sang. Donc, cette réalité, le Martiniquais, le Guadeloupéen qui est orgueilleux, nous sommes, tu es, je suis, ils sont, nous sommes des esclaves. Et il faut l'assumer. Il faut assumer parce que l'Afrique n'est jamais venue chercher ses fils qui ont tourné 7 fois autour de l'arbre de l'oubli et qui ont passé la porte du non-retour. Quel pays africain qui est venu nous chercher? Aucun. C'est Kémy Séba qui vous a fait croire, qui a mis tout un montage pour qu'on vous donne une carte d'identité béninoise, pour que, avec cette double nationalité, les Français puissent vous arrêter lorsqu'ils veulent vous expulser du territoire si vous êtes des personnages dérangeants. Mais vous voyez que Kémy Séba n'est même pas africain puisqu'il est expulsé, on lui a expulsé sa nationalité, on lui a mis un mandat d'arrêt. Comme Samuel Doe, qui faisait partie des Africains qui ont voulu créer le Libéria, on l'a exécuté sauvagement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est là que nous allons revenir à connaître ce penseur
qu'on appelle Ibn Khaldun. Et à partir de ça, vous devez comprendre que les peuples générés de l'esclavage et les peuples d'ascendance d'esclavage, ils ne sont pas comme les peuples non esclavagisés, les peuples arabes, les peuples persans, les peuples pakistanais, les peuples indiens, les peuples palestiniens qui n'ont jamais été esclavagisés. Parce que les peuples esclavagisés, comme nous sommes en Amérique, aux États-Unis, en Amérique du Sud et dans la Caraïbe, nous avons été détribalisés, déclanisés, nous avons perdu, nous avons été expulsés de la famille. Donc, vous êtes dans une illusion. Et je vous donne certains éléments de Ibn Khaldun, le penseur Ibn Khaldun, qui a parlé malheur aux vaincus. Nous sommes des vaincus, vous êtes des vaincus, ils sont des vaincus, vous êtes esclaves. C'est ça votre destin, vous devez l'assumer pour vous libérer. Vous devez l'assumer pour vous libérer et c'est pour cela que nous avons dit que le retour à l'Afrique, c'est pas un retour en déficit. Ça veut dire que vous avez échoué. Vous avez échoué à libérer vos territoires, les territoires qui vous sont destinés aux États-Unis, aux Caraïbes, en Outre-mer, vous avez échoué. Et vous voulez retourner en Afrique en situation d'échec. Les Africains n'ont pas besoin de descendants d'esclaves qui reviennent en Afrique en situation d'échec. Sinon, vous êtes une proie facile. Parce que, imaginez-vous, il y a des compatriotes, nous parlons sans embâche, hein, nous sommes dans une réalité que, étape par étape, série par série, nous allons construire le débat et le dialogue. Ça veut dire vous en avez marre de la Martinique, vous avez marre de la Guadeloupe, vous avez marre de la Guyane, parce que ça ne va pas, vous avez des problèmes, vous n'avez pas réussi socialement, vous êtes en situation d'échec et vous voulez retourner en Afrique. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'Afrique? Il faut savoir que si vous retournez sans motivation et sans argument en Afrique, bien sûr, les Africains sont accueillants, ils sont tolérants. Vous arrivez dans tel ou tel pays africain, soit de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique équatoriale, on va vous demander, mais qu'est-ce que vous voulez? Déjà, les gens sont très accueillants. Les Africains sont très accueillants de leur civilisation. Lorsque vous arrivez, ils voient à travers vous, comment dirais-je, un signe de Dieu, un signe divin. Vous êtes un hôte, vous êtes un invité. L'Africain, ou même l'Afghan, hein, vous allez en Afghanistan, on va vous accueillir. Si l'Afghan vous dit qu'il va vous accueillir, il va vous ramener chez vous en toute sécurité, il va vous ramener. Mais si demain l'Afghan doit vous exécuter du tuer, il va vous tuer aussi. Donc, vous allez arriver en Afrique, vous sortez, je sais pas, vous sortez du Prêcheur, vous sortez de Sainte-Marie, vous sortez de, je sais pas, de Guadeloupe, vous allez en Afrique, vous avez marre de la Guadeloupe, vous avez marre de la Martinique, vous êtes en situation d'échec, échec familial, échec économique, échec social, vous allez aller en Afrique comme une voie de garage. Mais les Africains, ils vont vous observer.
Les premiers jours, les Africains vont vous accueillir, peuvent vous accueillir pendant 3 jours ou 3 mois. Mais si vous avez de l'argent, par exemple, vous avez une rente, vous êtes retraité, vous avez un travail qui génère des revenus, ou même si vous avez un compte bancaire, eh bien, vous êtes intéressant. Parce qu'après 3 mois, on va vous dire qu'est-ce que vous faites. Si vous avez de l'argent, soit vous êtes retraité, vous touchez chaque mois une retraite, vous avez une rente, chaque mois vous avez des ressources, eh bien vous allez vous insérer dans une logique d'accueil économique. C'est-à-dire que ça va intéresser certaines familles qui elles-mêmes sont intéressées par votre argent, et il y aura un deal qui va être, qui peut être à différents niveaux. Donc, parce que vous ne pouvez pas venir en Afrique tout seul et puis il faut bien vous trouver une femme. On va trouver une femme qui correspond à votre situation d'esclave. Parce que vous n'allez pas rentrer comme ça dans la tribu, dans le clan. On va vous trouver une femme. On va vous trouver une famille qui correspond à votre statut, à votre profil. Et avec votre argent, vous pourrez entretenir, mener une vie familiale, sociale. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas vivre comme un clochard en Afrique. Si vous n'avez pas d'argent, après 3 mois d'accueil, eh bien vous allez travailler dans les champs. Vous allez être, comment dirais-je, dans la ferme. Vous allez être dans l'élevage parce que vous ne pouvez pas quitter la Guadeloupe, quitter la Martinique et venir en Afrique comme un poids, un boulet pour les Africains. Et déjà, dans cette situation, vous êtes déjà revenu esclave. Parce que, à partir du moment que vous n'avez plus les moyens financiers, économiques, et que vous êtes obligé de suivre votre tuteur, ça dépend, il y a des bons tuteurs et des mauvais tuteurs. Si vous êtes obligé de suivre votre tuteur, celui qui vous a hébergé, celui qui vous prend en charge, celui qui a votre responsabilité, si vous le suivez dans les champs, dans la forêt, dans l'élevage, vous êtes déjà un esclave. Vous êtes déjà esclave parce que vous allez travailler pour pouvoir... Quelqu'un ne peut pas vivre sans travail, comme vous voyez les gens qui vivent autour de la mairie de Fort-de-France ou dans les rues qui sont couchés. Non, les Africains ne vont pas accepter ça. Pour eux, ce soit un déshonneur. Qu'un hôte qui vienne de loin soit transformé en clochard. Non, ils vont vous mettre au travail, mais vous serez un esclave, comme un esclave, parce que vous allez travailler pour votre tuteur, pour pouvoir vous loger, manger, vous habiller. Il ne va pas quand même vous loger toute sa vie. Il ne va pas quand même. Il a sa femme, sa famille à habiller. Il faudrait que vous preniez votre responsabilité pour vous chausser, pour, si vous avez des besoins particuliers, des soins, etc. Donc, vous allez travailler. Et en fonction de ce travail-là, vous allez pouvoir maintenir votre position. Mais c'est pour cela que il ne faut pas que ceux des ressortissants qui font partie
des peuples générés de l'esclavage et d'ascendance de l'esclavage fassent de leur retour en Afrique un cauchemar. Et c'est la raison pour laquelle nous disions dans cet article que renouer avec l'Afrique par la liberté, la fraternité et la souveraineté, c'est une mission ancestrale. En fait, nous sommes venus dans les Caraïbes, en Amérique, ça fait partie de notre destin. Parce que si notre Créateur ne voulait pas, nous n'aurions jamais quitté l'Afrique pour être aux États-Unis, pour être dans la Caraïbe, pour être en Amérique du Sud. Donc, par conséquent, c'est là qu'il faut identifier que, en tant que ressortissants issus de peuples générés de l'esclavage ou d'ascendance d'esclavage, oui, nous devons renouer avec l'Afrique, mais pas comme des mendiants. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de nous. Et nous ne sommes pas censés avoir besoin de l'Afrique. Qui a besoin de qui? Nous ne sommes pas les Juifs que les sionistes vont les chercher là où ils se trouvent dans le monde pour les ramener en Israël. Les Africains n'ont pas besoin de nous. Ils ne vont pas nous chercher aux États-Unis, ils ne vont pas nous chercher en Amérique du Sud, ils ne vont pas nous chercher dans la Caraïbe. Et donc, par conséquent, nous pouvons renouer avec l'Afrique à condition que nous avons pris notre responsabilité dans notre mission de l'exil, dans notre mission de séparation avec l'Afrique, dans notre destin pour refonder la liberté, la fraternité, la souveraineté comme une mission ancestrale sur une autre terre que l'Afrique. C'est là que les Africains vont nous apprécier. Fidel Castro n'était pas un Africain. Fidel Castro était un Cubain, descendant de la famille des Béké. Mais les Africains, tous les Africains l'ont honoré, l'ont apprécié, l'ont plébiscité. Regardez combien de pays arabes, de Perse, de Pakistan, de l'Inde, des pays non alignés, combien de présidents africains qui étaient à Cuba lors du décès de Fidel Castro. Parce que Fidel Castro n'était pas un Africain, mais il a été très apprécié par les Africains parce qu'il a déplacé 40 000 hommes. Fidel Castro, c'était un brave financé par les musulmans, un brave financé par les pays afro-asiatiques qui constituent le mouvement des non-alignés. Fidel Castro, qui n'était pas un Africain, mais qui était un descendant des Békés espagnols, il était très apprécié parce qu'avec 40 000 hommes, il est intervenu comme le guerrier qui est venu aider à la libération de l'apartheid en Afrique du Sud, combattre avec des Cubains d'honneur, des hommes d'honneur, des patriotes, combattre avec Guevara, combattre avec Raúl Castro, avec ses pairs pour libérer avec Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Mario de Andrade, pour libérer la Guinée-Bissau, l'Angola et le Mozambique. Donc, Castro n'était pas un Africain, mais il était très apprécié par l'Afrique tout entière. Pourquoi? Parce que Castro est venu avec la liberté. Castro n'est pas venu comme un mendiant. Castro est venu avec la vraie fraternité, la solidarité pour les peuples opprimés. Castro est venu avec la souveraineté parce que Castro avait déjà donné l'exemple, comme Dessalines, comme Toussaint Louverture, comme Macandal,
qu'il est capable de libérer le pays de la dictature de Batista. C'est comme ça que nous allons renouer avec l'Afrique, pas en tant que mendiant, pas en tant que faussaire, faux roi du Bénin, pas en tant que, comment dirais-je, jouisseur ou mougousseur martiniquais, guadeloupéen, guyanais, qui a la première femme qu'il verra à Dakar ou, je ne sais pas, au Niger, il voudra la sauter. Eh bien, on va l'exécuter parce que l'adultère est puni de mort. Donc, le Martiniquais qui va pour faire son martinicanisme en Afrique, le Guadeloupéen qui va là-bas pour faire son guadeloupéanisme, il peut être victime. Parce que si, comme vos coutumes de l'homme bestial, vous l'exercez quelque part en Afrique et vous touchez à la femme d'une tribu, la tribu va vous fouetter, va vous réduire en esclavage et on peut même vous exécuter. Si vous faites des erreurs comme on fait Kémy Séba, on peut même vous exécuter parce que, comme je vous ai dit, il y a une rançon de 10 millions de CFA qui a été mise sur 15 vidéomans qui soutiennent des dictatures, qui tuent, qui bannissent, qui exilent, qui génocident des peuples africains dans le Sahel, des Touaregs, des gens de l'Azawad, des Soninké, etc., etc. Donc il y a déjà une mise à prix. Donc, c'est pour ça que nous avons dit que renouer avec l'Afrique par libérez d'abord chez vous la Martinique. Libérez d'abord la Guadeloupe. Libérez les territoires occupés des Outre-mer. Et là, vous allez renouer avec l'Afrique et les Africains comprendront que, en fait, vous avez été esclaves une première fois, mais d'esclaves, vous êtes devenus libérateurs et ils vous accueilleront comme ils ont accueilli Fidel Castro, qui n'était pas un Africain, mais un libérateur. Donc, de l'Afrique aux déportés des Caraïbes, nous disions de cet article, des déportés, qui veut le retour de qui? Est-ce que les Africains ont besoin que vous retournez? Est-ce que les Africains viennent vous chercher comme les Juifs vont chercher les autres Juifs? Non. Est-ce que les Africains ont réclamé un droit de visite pour leurs ressortissants déportés en Amérique, aux États-Unis, aux Caraïbes, ou en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane? Non. Donc, il y a des conditions exigibles pour ceux des déportés qui sont issus des peuples générés de l'esclavage ou d'ascendance esclavage. Il y a des conditions validées à valider pour renouer avec l'Afrique. Pourquoi et comment? Vous voyez? Et donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, il faut assumer notre réalité de peuple. Nous ne sommes pas comme les Africains, nous ne sommes pas comme les Arabes, nous ne sommes pas comme les Sémites, nous ne sommes pas comme les Pakistanais. Nous avons été détribalisés, nous avons été déclanisés, nous sommes sortis, nous avons été bannis du clan. Mais nous avons une mission en Amérique du Sud et aux Caraïbes et nos ancêtres ont démontré que par le droit du sol obtenu par notre ancêtre malien Abou Bakari II qui a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, au 11e ou 12e siècle, nous sommes possesseurs. Nous sommes possesseurs des Amériques et de la Caraïbe. Nous avons le droit du sol et nous avons le droit de préemption sur les Européens, parce que notre ancêtre nous a légué le droit du sol. Il a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb.
qui est venu aux Amériques à partir de 1492 avec Christophe Colomb, Vasco de Gama, la reine Isabelle et tout ça. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que ceux qui ont été les segments de la formation de nos peuples, les populations animistes et musulmanes, qui à partir d'Haïti vont mener un combat pour jeter à la mer les Européens, pour expulser les Européens, pour vaincre les envahisseurs, ils ont fait par l'esprit qu'ils avaient le droit du sol. De par leurs ancêtres Abou Bakari II, qui a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, et en tant que déporté par la suite, eh bien, ils ont pris le relais et ils ont pris la décision de prendre leurs responsabilités pour libérer Haïti, pour libérer le Venezuela, pour libérer Saint-Domingue, pour libérer la Colombie, et que nous avons cette mission à remplir. Et lorsque cette mission sera remplie, ce n'est pas la peine de retourner en Afrique comme des mendiants, comme des parasites, comme des clochards. Il faut d'abord retourner en Afrique par la liberté pour démontrer aux Africains que nous avons quitté l'Afrique, mais que nous sommes revenus avec la souveraineté. Nous avons créé de nouvelles nations, de nouvelles civilisations, et nous avons rempli cette mission parce que c'est le destin divin qui nous a déplacés de l'Afrique pour une mission non accomplie par ceux qui ont défailli en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, après que nos ancêtres leur aient donné sur un plateau d'argent un épisode de la libération de l'esclavage. Ils sont rentrés dans la collaboration avec Aimé Césaire, Alfred Marie-Jeanne, avec toute la clique de droite et de gauche et de Francis Cowell et de tous ces gens-là depuis plus d'un demi-siècle. Donc, nous allons terminer sur cela. C'est Sciences politiques Bocaille. Psycho-socio-théologie. Nous parlons des peuples non issus de l'esclavage et les peuples générés de l'esclavage ou d'ascendance de l'esclavage. Donc, nous ne sommes pas des Africains parce que nous avons perdu la substance. Nous avons été victimes du crime contre la parenté et du crime contre l'identité. Nous avons été détribalisés, déclanisés et nous avons été bannis de la tribu. Nous devons revenir d'une autre manière. Nous devons retourner d'une autre manière en Afrique à condition que nous faisons l'effort pour sortir de notre condition d'aujourd'hui d'esclaves des Européens. Nous devons sortir de notre condition d'esclaves des Européens et de collaborateurs en tant qu'esclaves des Européens et des éléments pernicieux en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui sont instrumentalisés dans un laboratoire institutionnel pour devenir de nouvelles dictatures, pour remplacer le colon blanc en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Ce qui est interdit, ce qui sera interdit. Donc nous terminons notre... parce que nous avons ouvert ce dossier tel que nous
vous avons expliqué. Nous avons ouvert ce dossier et nous allons conclure sur cette évidence, puisque nous allons travailler dans différentes séries sur ces problématiques. Nous allons vous faire connaître Ibn Khaldun dans ses propos « Malheur aux vaincus ». Malheur à nous si nous restons dans la situation de vaincus. Et je cite, Ibn Khaldun nous dit, quand un peuple comme le peuple martiniquais, guadeloupéen, guyanais, réunionnais, mahorais, etc., des Outre-mer, perd le contrôle de ses propres affaires. C'est notre cas et est réduit en esclavage. Il devient un instrument aux mains d'autrui. L'apathie, taqassul. Taqassul, ça veut dire l'apathie. Eh bien, taqassul, l'apathie le submerge. Il perd peu à peu l'espoir, tellement l'espoir est perdu. Il y a certains qui veulent revenir en Afrique en qualité de clochard, en qualité de vagabond, de voyou, pour semer des troubles en Afrique, auxquels il récolte les conséquences, nous avons un petit problème de connexion, auxquels il récolte les conséquences de leurs méfaits. Donc, nous avons une petite interruption sur le live. Nous avons une petite interruption dans cette étape de la conclusion. Alors, quand un peuple perd le contrôle de ses propres affaires, est réduit en esclavage et devient un instrument d'autrui, l'apathie taqassul le submerge. C'est notre cas. En Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, c'est notre cas. Il ne faut pas dire que c'est autre chose, c'est la réalité. Il ne faut pas se tromper soi-même. C'est notre cas, c'est le cas. C'est notre cas. C'est notre cas. Il perd peu à peu l'espoir si la défaite efface l'esprit de clan. On nous a déclanisés. Nous avons perdu l'esprit de clan. Notre civilisation a échoué. Nous sommes des Européens, nous ne sommes pas des Africains. Il ne faut pas dire que nous sommes des Africains alors que nous sommes des Européens. Nous sommes des Européens. Voilà, nous allons entrer dans les fêtes païennes, Noël et tout ça. Nous sommes des Européens. Nous regardons la télévision européenne. Nous écoutons la radio européenne. Nous faisons le sport pour les Européens, comme les gladiateurs, les esclaves faisaient du sport. Nous chantons, nous dansons pour les Européens, comme les esclaves dansent et chantent pour les Européens. Nous sommes des Européens, nous ne sommes pas des Africains. Il ne faut pas dire que vous êtes Africains. Si la défaite efface l'esprit de clan, la civilisation au moral décroît et les activités commerciales s'anéantissent. Talahat. Les activités, vous n'avez pas dans votre pays les grandes propriétés foncières, toutes les grandes propriétés foncières, le commerce, les zones industrielles, les ports, import, export, le commerce, tout ça, vous n'avez pas ça. C'est en possession des Européens qui vous ont acheté. Vous n'avez pas les propriétés foncières, vous n'avez pas la main sur l'économie. Et le petit commerce est aux mains des personnes qui ont troqué la nationalité française
pour occuper le petit commerce, nous voulons parler des Syro-Libanais qui occupent le marché local de la maroquinerie, du textile, etc., etc., parce qu'ils ont leur fabrique en Europe et en France. Et ils vous vendent des tissus, ils ont occupé votre marché. Ils n'ont pas eu la nationalité martiniquaise pour être autorisés à faire cela. C'est la nationalité française qui permet aux grandes familles européennes post-esclavagistes, c'est la nationalité française sous-traitée par les Syro-Libanais en Martinique comme en Côte d'Ivoire qui leur permet de contrôler le petit commerce. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la nationalité martiniquaise. Parce que la Martinique n'a pas encore un État. Et même les gens qui se disent de la religion, ils suivent leurs tuteurs et référents euro-syro-libanais. Dans tous les cas des obédiences, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Alors, Ibn Khaldun nous dit, si la défaite efface l'esprit de clan, la civilisation Oumran décroît et les activités commerciales s'anéantissent. C'est le cas de la Martinique. Les vaincus s'affaiblissent et deviennent la proie de gros appétits. Les Martiniquais, les Guadeloupéens, les gens des Outre-mer sont la proie des gros appétits de l'Europe, de l'Union européenne qui vient parasite sur nos régions, des Outre-mer. Nous devons apprendre un autre mystère, sir, c'est que l'homme est un chef naturel qui est fait pour commander. Nous avons perdu notre charge de commandement. Nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves des Européens, des Syro-Libanais, qui ont, de par l'octroi de la nationalité française, le droit d'occuper nos terres, d'occuper le foncier, les zones, l'industrie, l'import-export, le commerce et le petit commerce pour la maroquinerie, le textile et tout ça pour les petites minorités de domination. Il ne faut pas continuer à danser, à chanter, à fêter pour vos maîtres. Il faut se ressaisir. Alors, il nous dit que la civilisation Oumouane décroît et les activités commerciales s'anéantissent, talahat. Les vaincus s'affaiblissent, ils deviennent la proie de gros appétits. Nous devons apprendre un autre mystère, sir, c'est que l'homme est un chef naturel, est fait pour commander. Donc nous ne sommes plus chefs de rien du tout. C'est les Syro-Libanais et puis dans le petit commerce et les descendants des Européens qui contrôlent les terres et tout ça, tout ça, c'est eux qui sont chefs. Nous ne sommes pas chefs. Donc il ne faut pas se donner un titre qu'on n'a pas. Nous sommes des esclaves qui devons se réveiller. Nous devons apprendre un autre mystère, c'est que l'homme est un chef naturel et il est fait pour commander parce qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Quand un chef perd sa charge, il ne peut plus commander, il se laisse aller et perd même l'appétit. C'est pour ça que lorsque vous visitez notre pays, il y a plein de mendiants, il y a plein de clochards, il y a plein comment dirais-je, d'aventuriers, il y a plein de bonimenteurs, dans tous les domaines. Donc, quand un chef perd sa charge, il ne peut plus commander, il se laisse aller et perd même l'appétit. C'est le caractère de l'homme qui le veut. Voyez ces animaux de proie qui ne se reproduisent plus en captivité. Ainsi, le groupe tribal qui a perdu le contrôle de ses propres affaires continue à s'affaiblir et finit par disparaître. Les Palestiniens ne vont pas disparaître.
parce qu'ils résistent et qu'ils sont en lutte. Mais ceux qui ne luttent pas et ne résistent pas, ils finiront par disparaître. Et ils disparaîtront parce que ceux qui se servent de l'épée des élections et de la collaboration pour frapper notre peuple, qui se sert de l'épée des élections et de la collaboration pour frapper notre peuple, seront vaincus par l'épée des élections et l'épée de la collaboration. Ils seront vaincus. Or, Ibn Khaldun nous dit, dans la tribu et l'esprit tribal, Ibn Khaldun nous dit aussi la puissance offensive. Vous n'avez aucune puissance offensive ni défensive pour évacuer votre territoire. La puissance offensive et défensive s'obtient seulement par les liens du sang. Vous n'avez pas de lien du sang, vous êtes nègre contre nègre. Quand vous êtes maire et vous avez un commerçant martiniquais qui veut se développer, vous lui mettez des bâtons dans les roues. Quand vous êtes maire d'une commune, vous avez une responsabilité politique, vous faites le clientélisme, vous volez l'argent et ceux qui ne sont pas de votre parti, vous les excluez. Ils sont laissés pour compte. Donc vous n'avez pas l'esprit, ni l'esprit de corps, ni des liens de sang, vous êtes des esclaves. Et vous voulez dire que vous n'êtes pas africain. Vous n'êtes pas africain, vous n'avez rien d'africain. Nous avons aussi la puissance offensive et défensive. Vous n'avez ni puissance offensive, ni puissance défensive. C'est du blablabla. Devant les médias, vous trompez notre peuple. Médias, télé, radio, etc., Internet. La puissance offensive et défensive s'obtient non seulement par les liens de sang à l'esprit de clan que vous avez perdu en tant qu'esclave, qui signifie, l'esprit de clan signifie une affection mutuelle et la volonté de se battre et de mourir les uns pour les autres. La grande masse des gens assimilés ne se rend pas compte de tout cela. Elle a oublié l'époque de la fondation des dynasties, lorsque nous étions en condition. Lorsque nous étions en condition. Donc nous allons terminer par ce message pour vous montrer comment vous allez retrouver la puissance offensive et défensive et comment vous n'allez être plus esclave de personne et vous serez esclave de votre seul maître qui est votre créateur et vous allez terminer avec vos plaisanteries pour passer aux choses sérieuses. Orphelin de la parenté et de l'identité. Réveillez-vous. Sortir de l'identité carcérale. Briser l'écrou culturel du crime contre l'identité et la parenté. Comment? Succès et résultats garantis et je jure par. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Toi le déshérité déporté d'Afrique, l'héritier de la terre des Amérindiens, c'est la seule vraie réponse qu'il t'ait encore autorisée pour sortir de tes carcans par la permission d'Allah. Tout le reste n'est qu'illusion. Ton ennemi représenté par Satan le sait et tu n'es pas censé ignorer. D'aujourd'hui Martiniquais, Guadeloupéen, Guyanais, après 400 ans de défaite, tu mérites au moins une minute de victoire du succès. Il faut faire l'effort pour grimper la voilure, du mât qui gagne et ne perd jamais à condition de changer ton fort intérieur et ta vie pour toi-même et personne d'autre. Depuis des décennies, l'assimilation coloniale occidentale française, ces partisans athées et matérialistes de l'occidentalisme se sont accordés et renforcés mutuellement jusqu'à l'époque moderne, pour faire barrage et obstruction réactionnelle pour combattre l'islam et sa foi afin d'empêcher sa diffusion ou propagation et les conversions dans l'opinion antillaise, guyanaise ou martiniquaise.
C'est le piège que tu dois défaire, libérer l'homme du dedans de l'âme bestiale et de la conscience mutilée, sortir en dehors, se délivrer de la société écrouée de l'identité carcérale. Ta seule conversion à l'islam, de toi Tizonson dérange vraisemblablement les grands et puissants sur cette terre. Ta seule conversion à l'islam déstabilise vraisemblablement autant les exogènes colombes européens que les endogènes néocolons en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Ta nouvelle foi pour eux c'est l'arme fatale d'Allah et de son prophète redouté du système. Pour le système, d'outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, il est hors de question d'être confronté au seuil critique de 4000 conversions annuelles à l'islam comme indiqué des statistiques officielles du phénomène de reconversion des Français et Européens à la religion musulmane. Profitez de cette information et savoir que les officines, ateliers et laboratoires y travaillent, le fait de le savoir peut susciter ta logique critique et mieux connaître le monde programmé ainsi pour ta vie. Tu as une solution clé dans ta proximité au répertoire référentiel originel de ta culture spirituelle invulnérable d'où tu viens, pour ta délivrance, moralité, mais le système veut te maintenir des menus qui t'ont été préparés par avance. Réfléchissez. Regarde. Le scénario du film qui se joue des confiolos exogènes et endogènes à ta porte et dans l'hexagone, dans ton environnement événementiel. Rouvrez les yeux, on n'est pas dupe ? En te convertissant à l'islam en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, tu accomplis ce dont ton souteneur carcéral identitaire redoute et déteste le plus. Ce sont déjà des points de gagné. Si Satan et ses confiolos n'aiment pas parce que c'est bon pour vous. Tu te distancies de ton souteneur carcéral, c'est le mieux à faire pour être toi-même, te retrouver autrement, te réapproprier de ton paradigme libérateur le plus redouté que tu choisisses. Faut-il de ta sincérité, de ton intuition et de ta raison éclairée que tu choisisses, pour soi-même, ce dont il ne souhaite pas que tu embrasses pour toi-même. Converti, tu es divorcé de ton identité carcérale et t'es distancié des écrous de l'euro-tutelle identitaire. Tes liens forcés du mariage rompu, alors là, tu déranges tout ce beau monde. Donc, chers internautes, nous avons essayé de commencer dans cette série tout un programme tel que nous vous l'avons annoncé et nous poursuivrons ce travail. Nous allons mener à terme ce travail. Il sort de l'ordinaire, bien sûr. Et donc, nous vous disons, profitez-en. Partagez ces informations, réfléchissez et donc vous aurez une garantie par rapport à votre destin et à votre mission qui est de créer les conditions d'une nouvelle vie et de sortir de l'occidentalisme. Merci, à bientôt.